Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, la mécanique bohmienne est issue de la mécanique quantique non relativiste. Il n'est donc pas très étonnant que la mécanique bohmienne soit, comme la mécanique quantique non relativiste, non invariante de Lorentz. Elle n'est pas du tout relativiste. Et modifier la théorie de Bohm pour la rendre invariante de Lorentz s'avère particulièrement difficile, voire peut-être impossible, telle quelle. Les configurations simultanées des corpuscules jouent un rôle fondamental dans la structure de l'équation guide, ce qui rend très difficile de toute adaptation relativiste. Notons que la mécanique quantique orthodoxe a aussi des difficultés liées à la relativité. Je ne parle pas des difficultés que nous avons vues dans la mécanique quantique relativiste, mais simplement le fait que la réduction de la fonction d'onde est aussi invariante de Lorentz, non invariante de Lorentz. Elle est non locale. On a vu que dans la théorie de Bohm, la non-localité était cachée par l'équilibre quantique. Donc, pour plusieurs auteurs, tels que Bohm, bien sûr, mais aussi Illet, Hollands, Valentini, l'invariance de Lorentz serait une propriété, une symétrie émergente. Elle ne serait pas respectée à l'échelle fondamentale, mais serait émergente. C'est quelque chose d'assez difficile à accepter parce que nous l'avons vu dans la série sur la relativité. L'invariance de Lorentz, les principes de relativité, etc., sont particulièrement fondamentaux et naturels. Il est difficile de rejeter ça. Mais pourquoi pas? Plusieurs études et approches ont été dans ce sens, ont essayé d'exploiter certaines propriétés telles que la structure du cône de lumière en relativité, etc. Mais ça reste en chantier et le problème est encore très énigmatique. On en arrive ainsi aux objections. Alors, les objections contre la théorie de Bohm, il y en a eu beaucoup. On peut en dire un peu partout, dans des tas d'articles, vulgarisés ou plus techniques, de différents auteurs. On a soulevé énormément de choses, mais beaucoup de ces objections sont fausses. Souvent, ces objections sont fausses. Elles disent par exemple que les prédictions de la théorie bohmienne sont différentes de la mécanique quantique et donc en désaccord avec l'expérience, ce qui est faux. Mécanique quantique non relativiste, qui a des difficultés avec le potentiel quantique qui rendent la théorie invalide. C'est faux également, on l'a vu, le potentiel quantique est bizarre, mais pas invalide. On peut s'en passer, et il n'apparaît que lorsqu'on force la théorie à prendre une forme classique. Certains disent que les théorèmes de Cauchy-Specker, von Neumann, Gleason, Bell, etc. rendent impossible toute théorie à variable cachée. C'est faux. Et la théorie de Bohm en est d'ailleurs un contre-exemple. Donc, ne voyons que les objections sérieuses, celles qui sont les vraies objections. D'abord, la structure de la théorie a un caractère, il faut bien dire, assez artificiel. Parce que ce qu'on fait, c'est juste prendre la fonction d'onde, le flux de probabilité, et on plaque sur ce flux de probabilité une ontologie densité de corpuscules. Donc on remplace le flux de probabilité par une densité de corpuscules. Et c'est tout. L'équation guide veille juste à ce que les corpuscules suivent ce flux. C'est tout. C'est très artificiel. D'ailleurs, même Einstein a qualifié la théorie de Bohm de construction inutile. Ça a beaucoup chagriné Bohm, parce que Bohm était tenant des variables cachées. Il essayait d'avoir une approche à Einstein, réalisant le vieux rêve d'Einstein de compléter la mécanique quantique. Il pensait y être arrivé, et c'est effectivement la manière de la compléter la plus minimale. Ça a été montré, c'est vraiment le minimum qu'on peut faire, et qui marche. Et donc ça a beaucoup chagriné. Mais Einstein, le père de la localité avec la relativité, n'aurait jamais pu accepter une théorie profondément non locale
comme la théorie de Bohm. Et cette équation rajoutée, ce supplément, le plaquage ontologique, utilisant l'équation guide, est de structure nettement non locale. Donc rajouter à la théorie un principe de non-localité, brutalement, Einstein n'aurait jamais pu accepter ça. Un autre problème analogue, c'est que la fonction d'onde évolue de par elle-même, par l'équation de Schrödinger, indépendamment des corpuscules. Les corpuscules sont vraiment ajoutés. La fonction d'onde évolue et n'est pas influencée par la présence des corpuscules. Ce qui semble un peu bizarre dans une théorie où les objets fondamentaux sont les corpuscules. Plusieurs se sont penchés là-dessus, comme Dürr, Goldstein, Teufel, et ils ont suggéré qu'on devait voir la fonction d'onde et son équation non pas comme un objet physique, mais plutôt comme une loi physique. Une loi du mouvement des corpuscules. Un peu comme l'hamiltonien. Bon, franchement, personnellement, moi je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, dans une situation déterminée, ce n'est pas qu'une question de description du mouvement. Il y a une préparation des états quantiques, qui vont avoir des états de fonction d'onde bien précis au départ, indépendamment des corpuscules, et l'évolution et la structure de la fonction d'onde dépend de l'organisation du système, ce qui n'est pas le cas d'hamiltonien. L'hamiltonien a, disons, une particule, est bien déterminée et n'évolue pas comme ça au cours du temps. On pourrait dire que ses valeurs évoluent, peuvent évoluer. Et encore, c'est l'énergie. Dans un cas de situation conservée, l'énergie est conservée. Ça se discute encore, on pourrait l'envisager au moins comme ça. En tout cas, là, il y a peut-être un point encore à éclaircir. C'est probablement pas la pire des critiques. Après tout, dire que cette théorie est artificielle, c'est aussi une question de goût. Si on préfère une description corpusculaire déterministe sans les bizarreries de la mécanique quantique, la théorie de Bohm convient très bien. Certains ont critiqué le caractère hautement non classique des trajectoires. On l'a vu avec l'expérience de Young, les particules suivent des trajectoires saccadées. C'est encore pire dans d'autres situations. Par exemple, on l'a vu avec une barrière de potentiel, un paquet d'ondes. Dans la barrière de potentiel, la fonction d'onde subit des oscillations extrêmement violentes, très rapides, très serrées. Cela donne aux corpuscules de Bohm des mouvements vraiment erratiques. Ceux-ci font des vibrations, des mouvements vraiment erratiques dans la barrière et aux alentours de la barrière. Sans explication. Alors, les Bohmiens ne seraient pas d'accord, ils diraient l'explication, c'est la loi du mouvement donnée par la fonction d'onde. Et en plus, ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que la théorie de Bohm, nous l'avons déjà dit, n'a pas le statut d'une théorie classique. Même si elle en a une certaine apparence, ce n'est pas une théorie classique. Quand on essaye de la forcer dans ce moule, apparaît le potentiel quantique. Donc, le fait que les corpuscules ne suivent pas des trajectoires classiques, ça, ce n'est pas grave. Le problème est plutôt à rapprocher du statut de la fonction d'onde dont nous venons de discuter, où c'est la fonction d'onde qui guide les corpuscules et pas l'inverse. La fonction d'onde aussi, donc les corpuscules aussi. Un autre problème plus sérieux, c'est l'équivariance. Nous avons parlé des arguments du style équilibre thermique qui permettent de justifier que la répartition statistique dès le départ a une structure analogue à la distribution de probabilité de la fonction d'onde. Mais on a là le même problème qu'avec la physique statistique. Au niveau microscopique, si on n'a que quelques particules, la physique statistique n'est plus juste. On ne peut pas parler d'équilibre thermique quand on n'a que 2 atomes. On ne peut pas parler d'entropie quand on n'a que 3 atomes. Ce sont des propriétés macroscopiques. Et effectivement, dans la théorie de Bohm, dans une expérience
classiques du style Stern-Gerlach, par exemple, on vérifie facilement que si on n'a qu'un seul corpuscule, un seul, de position bien déterminée, forcément, si la distribution statistique, a priori, la position est précise mais inconnue, si la distribution statistique n'est pas exactement la distribution équivariante, alors les écarts s'amplifient, ça diverge. La distribution s'éloigne de la distribution quantique, ce qui est gênant. Pourquoi dans toute une série d'expériences qu'il faut souvent intervenir seulement une, deux, trois particules? C'est fréquent. Quelques particules. Pourquoi ne constate-t-on pas des écarts? Il est possible qu'avec beaucoup de corpuscules, ou en répétant de grand nombre de fois les expériences, il y ait une convergence du type statistique. Mais ça reste encore fort discuté. Il n'existe pas de preuve rigoureuse, du moins à ma connaissance. Et le problème microscopique, quand il n'y a que quelques corpuscules, reste tout entier. La fameuse distribution équivariante est instable dans ce cas-là. C'est un problème très sérieux. Le dernier problème, c'est celui dont nous venons de parler, c'est l'invariance de Lorentz. Elle est incontournable. Dans le monde que nous connaissons, la physique est relativiste, le monde est invariant de Lorentz, et on doit l'implémenter. C'est reconnu par tous les physiciens, ou presque. Même Bell, grand défenseur de la théorie de monde, admettait qu'il fallait implémenter l'invariance de Lorentz. Pour Bell et d'autres, ils ont dit qu'il faut partir de la théorie de Bohm, l'adapter, parce que la mécanique quantique est non locale et c'est inévitable. Alors c'est faux, nous l'avons vu. Avant tout, elle est non séparable. Tant qu'on n'essaye pas d'introduire des variables cachées, le théorème de Bell, par exemple, montre qu'une théorie à variable cachée doit être non locale, mais sinon, sans ça, elle est surtout non locale. Il existe d'ailleurs, il est tout à fait possible, d'avoir des interprétations de la mécanique quantique qui sont non séparables, la mécanique quantique reste non séparable, mais qui sont strictement locales. Nous verrons cela. Et donc ça constitue un contre-exemple à ce type d'affirmation. D'ailleurs, la non-localité reste un grave problème dès qu'on fait venir la relativité. Dans une expérience de type particule intriquée, comme celle que nous avons vue avec les deux appareils de Stern et Gerlach, pour expliquer la non-localité pour Bohm. La particule 1, qui est déviée, influence la particule 2, qui est déviée juste après, mais séparée par un intervalle spatial. Donc, non localement. Mais ça dépend des observateurs. On l'a vu quand on a discuté de l'intrication. Selon les observateurs, en relativité, l'ordre des événements est différent. Et donc, il faudrait que pour certains observateurs, cette influence des corpuscules remonte le temps. Donc forcément, c'est problématique. C'est même encore pire que ça, parce que on peut montrer, en théorie quantique des champs, que lorsqu'on parle des particules, donc on parle d'un état à n particules, ce nombre de particules dépend de l'observateur. C'est une clé importante pour l'étude des phénomènes quantiques en espace-temps courbe. Ça a été montré par Bogoliubov, Unruh, Hawking et bien d'autres. Comment développer une théorie à caractère corpusculaire quand le nombre de corpuscules n'est même pas fixé et dépend des observateurs? La théorie de Bohm n'explique pas des phénomènes comme la création ou l'annihilation des particules. Ce n'est pas une critique en soi. Ce n'est pas l'objectif de la théorie de Bohm qui est la mécanique quantique non relativiste. Ça, il faut la théorie quantique des champs pour l'expliquer. Ou alors des astuces à la Dirac comme nous avions vu.
ça montre surtout que la théorie quantique des champs est beaucoup plus riche. Les champs, ce n'est pas simplement une théorie plus avancée avec plus de choses. Non, c'est vraiment une avancée fondamentale, indispensable pour expliquer la physique relativiste. On a vu que la mécanique quantique relativiste avait des soucis, des problèmes, et que la théorie quantique des champs résolve ces problèmes. Le théorème de Malamud, que nous avons vu, montre d'ailleurs que la notion corpusculaire dans une mécanique quantique relativiste pose un réel souci, et que les objets fondamentaux doivent être des champs. Ils sont indispensables. Alors il a existé plusieurs tentatives pour formuler une mécanique bohmienne dont les objets fondamentaux seraient des champs plutôt que des corpuscules. De tels travaux ont été menés par Bohm lui-même, par Rayleigh, par Hollande, par Cushing, etc. J'ai lu certains de ces travaux. Ils ne sont pas convaincants. D'abord, ils ne sont pas aboutis. C'est des tentatives. Mais même, en les regardant comme un début, personnellement, je n'ai pas été convaincu. Alors que je trouve que la théorie et la mécanique bohmienne, on l'accepte ou pas, je ne suis pas étonnant de la mécanique bohmienne, je la trouve quand même très bien écrite, très élégante, convaincante. Même si je n'en suis pas tenant. Mais ce n'est pas du tout le cas des travaux que j'ai vus sur des formulations à base de champs. Mais en plus, dans une telle formulation, on perd l'avantage d'une mécanique bohmienne avec les corpuscules. Puisque dans la théorie quantique des champs, les objets fondamentaux, c'est déjà les champs. Donc qu'apporterait une théorie qui dirait, on va construire une théorie sur des objets fondamentaux qui sont des champs, alors qu'on l'a déjà. C'est un peu douteux. Le problème, malgré tout, n'est pas entièrement tranché. Malgré ces objections que je viens de faire, ces problèmes qui mériteraient examen, des examens plus approfondis, sur le statut de la fonction d'onde, sur le problème de l'équivariance, et surtout sur le problème de l'invariance de Lorentz. Malgré ça, le problème est encore largement ouvert. Je n'ai pas regardé les publications les plus récentes, mais je suis persuadé que certains, qui sont des partisans de la théorie de Bohm, travaillent encore sur le problème. L'impossibilité d'une formulation bohmienne relativiste n'est pas du tout prouvée. Donc c'est à suivre. Alors voilà, nous sommes arrivés aussi au bout de la théorie de Bohm, donc nous allons pouvoir passer à toute autre chose. Nous quittons les fondements proprement dit pour passer aux interprétations de la mécanique quantique. Alors les interprétations, la théorie bohmienne en est une, on peut voir ça un peu comme une introduction à ce sujet. C'est un problème difficile pour lequel nous sommes maintenant armés. Nous connaissons bien la mécanique quantique, nous connaissons bien les fondements, les difficultés, les théorèmes fondamentaux, nous savons tout cela. Donc nous sommes maintenant bien outillés pour attaquer les différentes interprétations. Alors, c'est ce que nous verrons, et dans la prochaine vidéo, nous commencerons essentiellement par une introduction au sujet, et par poser le problème des interprétations. Je vous remercie.